Alors, après ce début chaotique, on reprend. Donc, la question portait sur... Oui, c'est ça. Donc, on a vu que le moment cinétique d'un solide, par exemple, par rapport à un axe delta, s'écrivait I delta fois oméga, où oméga est le vecteur rotation. Et ce I delta, c'est la somme des MI RI carré, où RI est la distance entre le point MI dans le solide et l'axe delta. Donc on va faire un petit dessin. Voilà un solide en rotation avec la vitesse, avec le vecteur rotation oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire norme de oméga autour de cet axe donc delta. Et pour chaque point MI, on peut prendre son projeté orthogonal sur l'axe et on appelle RI la distance entre HI et MI. Voilà. Donc le moment d'inertie, donc ça c'est ce qu'on a vu en développant le calcul hier, c'est aucune difficulté. Le moment d'inertie, c'est la somme des masses, mais multipliée par la distance au carré. Autrement dit, les contributions au moment d'inertie sont d'autant plus grandes que le corps est éloigné de l'axe. Et alors, comment calculer le moment d'inertie pour un solide? Il faut faire cette somme-là. Alors, si on a des points, si on a n points discrets, on fait la somme explicite. En général, un solide est donné comme un corps continu. On ne va pas considérer un par un les milliards de particules qu'il y a là-dedans. Et donc, en fait, on va découper le corps en petits volumes élémentaires. Des taux, des petits éléments de volume. Et pour ce petit élément de volume, sa contribution au moment d'inertie, donc d I delta, la petite contribution au moment d'inertie de ce petit élément de volume, eh bien c'est sa masse, dm, fois sa distance au carré à l'axe. Donc c'est R2 dm, si vous voulez. Chaque petit élément a une masse qui est sa masse, dm, et dm, ça veut dire, ça va être la densité de matière fois le volume élémentaire, par définition de la densité. Ça, c'est la définition de la masse volumique. C'est la masse par unité de volume. Donc, ρ, c'est dm sur d taux. Donc, dm, c'est ρ d taux. Et pour avoir le moment d'inertie, il faut multiplier par la distance à l'axe. Donc, ça, c'est la somme des... Enfin, donc, pardon, di, c'est somme... c'est ρ R2 d taux. Et si on veut le moment d'inertie total, eh bien, on fait la somme de toutes ces contributions individuelles. Donc finalement, on peut écrire sous forme intégrale cette somme discrète-là, qui est assommée sur tous les constituants élémentaires, enfin tous les constituants du corps, ou des corps. On peut l'écrire donc sous forme intégrale, somme des DI, à l'évidence, sur tout le solide. Enfin, même sur tout le système, s'il y a plusieurs solides, eh bien, qu'à cela ne tienne, c'est complètement additif, hein, on fait juste la somme des contributions. Et donc, ça fait somme de ρ R2 d taux sur tout le système. OK? Alors, par exemple, prenons un cylindre. Prenons un cylindre. Et on va calculer son moment d'inertie par rapport à son axe, à l'axe qui passe à l'axe du cylindre, en fait. Alors, le cylindre est de hauteur h, de rayon grand R et de masse grand M. D'accord ? Et il est homogène. Supposez qu'il est homogène. S'il ne l'est pas, il faudra mettre la densité au point considéré. Là, du coup, ce sera la même pour tout le monde, mais qu'à cela ne tienne. Donc, cylindre homogène. Donc, exemple. Cylindre homogène.
Alors allons-y. Je prends un petit élément de volume, alors je me mets en coordonnées cylindriques, évidemment. Je prends un point M aux coordonnées, aux coordonnées R, θ, Z. Donc R, c'est justement la distance à l'axe. Θ, ça va être l'angle par rapport à une direction de référence, n'importe laquelle, s'il y a une symétrie de révolution. Et puis Z, on va dire que c'est la hauteur au-dessus du plan de base. Hein. Donc l'axe Z, qui est l'axe delta, hein, ici en l'occurrence. Voilà. Donc Z, c'est la hauteur au-dessus du plan. Alors, que vaut l'élément de volume? Bah, ça, on l'a vu dans le deuxième cours, si j'ai bonne mémoire. L'élément de volume, c'est l'élément du petit cube, un peu distordu, mais à l'échelle infinitésimale. C'est considéré comme un cube. Et donc, le volume de ça, c'est alors dr fois cette arête-là, c'est r dθ, fois l'arête verticale ici, c'est dz. Donc, d taux vaut ça. Par conséquent, le moment d'inertie, il n'y a vraiment pas de difficulté, il suffit d'intégrer ρ fois R2 fois d taux. Alors, ρ, ben, je vais l'appeler ρ, on verra après. Donc, c'est la somme sur tout le cylindre. Alors, c'est une somme triple, hein, j'en mets qu'une, c'est une somme sur le volume, bien sûr. Hein. Donc, alors, ρ, R2 fois R, ça fait R cube. dr, dθ, dz. Et l'avantage d'être passé en coordonnées cylindriques, c'est que les limites ici, pour chacune des variables, sont très simples, ne dépendent pas les unes des autres. Donc on a juste le produit de trois intégrales très simple. Donc on a somme. Alors, le rayon va de 0 à grand R. Je vais sortir le ρ qui est constant déjà. J'ai donc somme de R3 dr, pardon. Et puis fois, pour θ, on va de 0 à 2π. Et pour z, on va de 0 à grand H. Et donc, en plus, ça ne s'efface pas. C'est formidable. Vive les tableaux blancs. Ceci est un message à ceux qui laissent des commentaires disant que c'est mieux les tableaux blancs. Non. Alors, donc je continue ça. Donc, somme de R cube, c'est R4 sur 4. Donc, ça fait I delta égale ρ R4 sur 4 fois 2π fois grand H. Et donc, ça fait... alors, je vais remplacer ρ maintenant. Que vaut ρ? Eh bien, ça vaut la masse totale divisée par le volume, puisque c'est homogène. Et le volume du cylindre, eh bien, c'est la surface de la base fois la hauteur. Donc, c'est pi R2 fois grand H. Yes? Donc, si je remplace ici, ça me fait M sur pi R2, mais il y a R4 en haut, donc ça fait MR2. Sur pi, mais il y a un fois pi en haut, donc les pi s'en vont. J'ai 2 sur 4, donc ça fait 1 sur 2. Et puis j'ai H sur H, et donc voilà. Donc voilà le moment d'inertie du cylindre par rapport à son axe. 1/2 de MR2. Alors on voit bien, l'homogénéité sera toujours la même, évidemment. Le moment d'inertie, c'est la somme des MI et RI carré, donc c'est une masse fois un rayon au carré, enfin fois une longueur au carré, ce qu'on retrouve ici, et puis il y a un facteur ici, un facteur qui dépend de la géométrie. En fait, vous voyez, c'est comme si on avait, une masse M, une masse M sur 2 à la distance R, ou une masse M à la distance R sur 2, c'est pareil. Non, pardon, je dis une bêtise. Non, c'est pas ça. Rayon 8 au carré, excusez-moi. C'est comme si on avait effectivement une masse M sur 2 à la distance R. Ou bien une masse M à la distance R sur racine de 2.
Donc l'ordre de grandeur, c'est toujours la masse du corps à la distance, l'échelle caractéristique qui convient. Mais il y a un facteur géométrique qui dépend, qui dépend de la répartition donc, des masses autour de l'axe. Donc ce qui détermine le moment d'inertie, c'est la répartition des masses autour de l'axe. En fait, c'est la distance des masses à l'axe. Hein. Donc c'est la moyenne des MR2 en fait. Ça veut dire que quand vous calculez le moment d'inertie même d'un point par rapport à un axe, peu importe où il se trouve le long de l'axe. Ce qui compte, c'est sa distance à l'axe. Hein. C'est la somme des mi et ri carré. Voilà pourquoi, dans l'expression du moment d'inertie du cylindre, il n'y a pas h qui intervient. Peu importe sa hauteur. Si vous le comprimez, si vous l'étirez, ça ne change rien, puisque vous ne changez, en le comprimant ou en l'étirant, ça ne change pas la distance des points à l'axe. Donc, si vous aviez d'ailleurs juste un disque sans épaisseur, eh bien, ce serait à nouveau 1,5 de MR2. Ne compte que la distance des masses à l'axe, par définition, I delta, c'est somme des MI et RI carré, où R est la distance à l'axe. Bon, voilà, alors on peut calculer des moments d'inertie comme ça pour différents corps. On peut calculer pour la sphère, on peut calculer pour une barre linéaire comme ça, par rapport à son centre, par rapport à n'importe quel point en fait. Hein. Donc, alors vous pouvez soit le savoir, soit le retrouver vite fait. Ça se retrouve tellement vite. Prenons une barre de masse M et de longueur L, longueur totale L, par rapport à son centre. Je le fais vite fait et après je vous laisserai regarder ça par vous-même. Donc on va faire juste celui-là. Donc c'est pareil, hein, le moment d'inertie par rapport à delta, c'est la somme des R2 dm. D'accord ? Et donc je vais intégrer, là du coup j'ai qu'une dimension, j'appelle ça x. Entre x et x plus dx, j'ai donc une petite longueur dx qui se situe à la distance x, donc ça va faire somme des x2 fois dm. Alors quelle est la masse de ce petit élément-là ? Bien, si c'est homogène, évidemment, c'est m sur L fois dx. D'accord ? La masse linéique, c'est m sur L fois dx. Ou si vous voulez, j'ai une fraction dx sur grand L de la masse totale. Donc ça fait fois m sur grand L dx. Que je somme de x égale 0. Alors, de 0 à L sur 2, mais j'aurai 2 fois ça. C'est ça plus ça. D'accord ? Ou bien je somme de moins L sur 2 à plus L sur 2. Hein, c'est pareil. Bien sûr. OK, donc ça fait 1 tiers. Donc ça fait 2 fois 1 tiers de L sur 2 au cube fois M sur L. Et donc ça fait, on a L cube sur L, donc ça fait L2 fois M, donc de toute façon on a ML carré, ça c'est sûr. C'est une masse fois une longueur au carré, il n'y a pas d'autre longueur ni de masse caractéristique là-dedans, donc c'est du ML2 avec un certain facteur numérique qui valait 1,5 là et qui là vaut, alors ça c'est 1/8 fois 2, ça fait 1/4 fois 1 tiers, ça fait 1/12. Voilà. Oui ? Elle a une longueur totale L. Donc de 0 à L sur 2. Ah, d'épaisseur. Non, elle est à une dimension. Elle n'a pas d'épaisseur, c'est juste. Ouais. Voilà, c'est ce truc-là par rapport à cet axe-là. Ça a un moment d'inertie, 1 tiers de m fois la longueur au carré. Un 12e de m fois la longueur au carré. Ou bien 1 tiers, si vous préférez, c'est 1 tiers de m fois L sur 2 au carré. Fois sans rien. On intègre toujours de l'axe d'inertie, enfin l'axe de rotation, à une des extrémités en fait. On intègre sur tout le corps. Mais si on intégrait sur tout le corps, ça serait
Oui, mais comme je sais que cette partie-là, elle va compter autant que là, j'ai juste mis 2 fois. Ah, d'accord. Ok. Ou une index. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est de moins L sur 2 à plus L sur 2. Pardon, Ça donne j'avais pareil. pas vu Pas de problème. OK. Oui. Si on parle du moment de l'inertie du Soleil, par exemple, Oui. il y a le Soleil qui tourne sur lui-même Ouais. et les autres planètes qui tournent autour de lui. Ah, alors là, c'est pas du Soleil, c'est du système solaire. Ouais, d'accord, ok. Mais le moment d'inertie du Soleil, si vous supposez que c'est une sphère, eh bien, il faut intégrer la somme des mR2. Et donc, en fait, vous allez avoir... Vous pouvez le découper, il faut découper le volume. Vous avez pour chaque... Vous pouvez prendre une épaisseur ici, dz. Cette épaisseur-là, elle va donner... Donc ça, là, ça va donner une contribution au moment d'inertie par rapport à cet axe-là, qui vaut, on vient de le calculer, 1/2 de la masse qu'il y a là-dedans fois ce rayon-là au carré, R de Z au carré, avec R de Z qui est ça, là. Ouais, enfin, oui, non, sauf que c'est pas homogène. Donc il faut, oui, évidemment, le Soleil n'est pas homogène, hein, c'est plus dense au centre, donc il faudrait l'intégrer proprement. Mais si vous, pour une sphère homogène, vous auriez ça avec dm ici, qui est la masse totale divisée par le volume total, 4 de pi r cube, ça vous donne la masse volumique, fois le volume de ce truc-là. Et quand vous le faites, vous allez trouver sans surprise, donc si ça c'est grand M, un rayon R est homogène, vous allez trouver MR2 avec un facteur numérique ici. Alors je ne sais jamais, je ne me rappelle plus, ça doit être 2/5, 3/5, 2/5, 2/5 je crois. C'est ça, hein? Ouais, je crois aussi. Pour une sphère homogène. Bon, enfin, il faut le faire, c'est pas compliqué, je ne veux juste pas passer du temps à ça. Essayez de le faire. Et si vous n'y arrivez pas, on pourra regarder offline, mais voilà. Donc le principe, c'est d'intégrer les MR2 où R est la distance à l'axe. Alors maintenant, si vous regardez le moment d'inertie d'une barre, supposé infiniment, supposé à une dimension, d'accord, de longueur L, non plus par rapport à son centre, ça donne un 12e de ML2, mais par rapport à son extrémité, si vous faites tourner une barre autour d'un axe comme ça, quel est son moment d'inertie? Eh bien, en fait, on l'a là, parce que cette barre-là, par rapport à son centre, je vais peut-être le montrer explicitement. Le moment d'inertie par rapport à delta de ce corps-là, c'est le même que le moment d'inertie de ce double corps-là. D'accord? Puisqu'il y a la même répartition par rapport à l'axe. C'est le même encore que le moment d'inertie de ce corps-là. Lui de l'autre côté. Les deux ensemble. Si c'est la même masse totale, d'accord? Et donc, pour calculer le moment d'inertie de ce truc-là, c'est la moitié de celui-là. Donc c'est la moitié de celui-là. Enfin bref, on l'a là. Ça fait 1/3 de M, ce L-là au carré. Puisque si vous prenez la moitié de ça et que vous le mettez de l'autre côté, ça va vous donner un 12e de M. Ça va vous donner, pardon, 1/3 de M sur L, de ce L-là au carré. Et donc ça, le moment d'inertie, là, c'est 1/3 de ML2. Donc c'est toujours la masse fois une longueur au carré. Donc quand c'est homogène, il n'y a qu'une longueur et qu'une masse caractéristique. Donc c'est du ML2, MR2, etc. Et la question, c'est quel est le coefficient? Et ça dépend de la répartition par rapport à l'axe. Donc ça dépend de la géométrie. Donc par rapport au milieu, c'est un 12e. Par rapport à une extrémité, c'est 1/3. Bon, très bien. Et pour un disque, c'est 1,5. Bon. Et juste, si maintenant vous avez un anneau,
Juste un anneau massif comme ça. D'accord? Genre une roue creuse et sans rayon. Un anneau, enfin un anneau. Quel est le moment d'inertie de l'anneau qui a une masse m et un rayon r? Quel est ce moment d'inertie par rapport à delta? C'est Et oui, c'est pas pareil que s'il est plein. S'il est plein, on vient de le calculer, ça ferait un demi de mR2, mais ça va être plus qu'un demi de mR2, parce que quand il y a des choses là, la contribution de ce qu'il y avait là, elle est faible, puisque ce n'est pas une grande distance. La contribution de ce qu'il y avait là, elle était plus grande que là, mais quand même plus petite que là. Mais là, en fait, c'est super simple. Tous les points sont dans la même distance de l'axe. Donc, le moment d'inertie de ce truc-là, c'est mR2. Chaque petit élément de masse est à la distance R, grand R. Donc, chacun compte pour sa masse fois R2, plus sa masse fois R2, plus sa masse fois R2, donc la masse totale fois R2, tout simplement. Donc, c'est le maximum que vous pouvez avoir, si vous voulez, là, en mettant toutes les masses à la même distance. Donc, là, il n'y a aucun calcul à faire. Tous les points sont à la distance R de l'axe. Chaque point contribue à mR2, où R est sa distance à l'axe. Donc, chaque point donc on a une somme, la somme de MI RI carré, si vous voulez, qui est la définition. Ça fait somme des MI R2. Et donc, ça fait MR2. OK? Voilà. Donc, pour un anneau, par rapport à son axe, c'est MR2. Maintenant, un anneau, le moment d'inertie d'un anneau par rapport à cet axe-là, ah ben, à calculer, c'est pas... Il va falloir intégrer sur tout l'anneau. Mais il y a une astuce. Une astuce qui est un théorème, très simple. C'est Huygens, c'est ça? Pour passer d'un... Ouais. J'oublie toujours les noms des gens, mais les noms des responsables, des coupables de ces beaux théorèmes. Mais on va l'écrire. Je peux effacer, c'est bon? Oui. Oui, oui, entre 0 à L, oui, c'est ça. C'est somme de 0 à grand L de x2 de m dx sur grand L, absolument. Et donc, ça fait un tiers de ml carré. D'accord. Je vais en profiter juste pour vous faire remarquer que, voilà, on peut composer les moments d'inertie d'un truc complexe en faisant la somme des moments individuels. Tout ce qui compte, c'est la distance à l'axe. Soit dit en passant, donc, cette barre qui a une longueur L, par rapport à cet axe-là, elle a un moment d'inertie 1/12e de mL2. Par rapport à cet axe-là, elle a un moment d'inertie 0. Enfin, si on néglige son épaisseur. Ou si on ne la néglige pas, elle a un moment d'inertie 1/2 de m fois le petit rayon là au carré. Autrement dit, pour faire tourner ce corps-là comme ça, c'est plus facile que pour le faire tourner comme ça. Enfin, ça nécessite un plus petit moment pour une même vitesse angulaire. Puisque sigma, le moment d'inertie, c'est I oméga. Donc vous avez le même... Enfin, si I est beaucoup plus petit comme ça, puisque les masses sont beaucoup moins loin de l'axe que comme ça, pour un axe vertical, donc si I est plus petit, pour le même sigma, oméga doit être plus grand. Et par ailleurs, vous avez d sigma sur dt qui vaut somme des moments des forces par rapport à delta. Et donc, pour fournir le même sigma, enfin pour fournir un certain sigma, il faut un certain moment. Donc si vous voulez la même vitesse angulaire avec un I qui est plus grand, il faut un plus grand sigma, donc il faut un plus grand moment. Yes. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui. Donc, si vous avez un corps, alors, peu importe sa forme, voilà un corps, un joli patatoïde.
Et vous avez son point G ici, quelque part, et vous calculez par rapport... vous avez son moment d'inertie par rapport à delta qui passe par G. Je vais l'appeler delta G. Bon, delta, on va pas s'embêter. Si je veux calculer le moment d'inertie par rapport à un autre axe parallèle à delta, qui se trouve à une distance d de l'axe delta. Donc si vous avez déjà fait le boulot pour G, et que vous voulez le moment d'inertie par rapport à un autre axe parallèle, eh bien, il n'y a pas besoin de refaire le boulot, parce qu'il y a un théorème général qui vous dit que I delta prime, c'est I delta, alors celui-là, c'est celui qui passe par G, hein, plus... Ouais, pas tout à... Génial. De toute façon, ça doit avoir les dimensions d'une masse fois une longueur au carré. Et bien, par chance, c'est exactement la masse du corps, peu importe sa forme, fois la distance entre les deux axes au carré. Alors, ça marche que si les deux axes sont parallèles, hein, c'est important, mais s'ils le sont... Alors, on peut montrer ça, ça prend 3 lignes. Vous voulez peut-être pas que je le fasse? Vous voulez essayer de le faire? En fait, ça prend une ligne. I delta prime, c'est somme des MI, HI, MI au carré. Et donc, c'est... Alors, j'appelle HI la projection sur delta. Et je vais appeler H' la projection sur delta prime. C'est somme sur I des MI, HI, H' plus H', MI, tout ça au carré, à l'évidence. Donc ça, c'est la projection de MI, hein, je n'ai pas précisé, sur delta prime, égale, et donc je développe ce carré. Ça fait somme sur I dmi HI, H' carré, plus somme sur I dmi HI, H' scalaire, H' mi tout court, plus somme sur I dmi H' mi carré. Bon, bah ça, HI, H', donc si vous avez un point M quelconque, pas forcément dans le plan des deux axes, hein, un point M quelque part, qui se projette en HI ici et en H' là, il faut imaginer la perspective, c'est pour ça que je ne les fais pas au même niveau là. Bah, H' et HI, c'est la distance D. Donc ça, c'est D. Pour tout le monde, c'est le même D. C'est la projection au même niveau sur les deux axes. La distance entre ces deux projections, c'est la distance entre les axes. Donc là, on a somme des MI fois D au carré. Donc là, on a grand M des deux. Donc ce premier terme, il est là. Le deuxième terme, bah, c'est celui-là. Par définition, ça, la somme des MI fois la distance à l'autre axe, ça, c'est I delta prime. Et donc, il faut juste montrer que ce truc-là, c'est 0. Et ce truc-là, c'est 0 parce que HI, parce que delta passe par G. Et donc, par définition, ah, pardon. Oui, oui, vous avez raison. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait une bêtise? Ah, bah oui, simplement, j'ai fait comme si j'avais écrit I delta là. J'ai commencé par H. Donc, c'est prime,
c'est lui qui est prime, lui qui n'est pas prime. Pardon. Enfin, là, ça revient au même. Et là, c'est ça. Voilà, pardon. Merci. Oui. Pardon. Et là, eh ben là, il suffit d'introduire le point G et vous allez faire sortir. Ok, je ne veux pas passer du temps à ça. C'est vraiment une ligne. Vous mettez le point G là-dedans et vous allez avoir que oui, vous allez avoir un GHI qui est suivant l'axe, scalaire, un truc qui est orthogonal à l'axe, ça va faire 0. Pardon, ici vous le mettez le G. Bah, en fait, si, je vais le faire. Allez. C'est plus rapide de le faire. Donc ça fait somme sur I dmi H'I scalaire HIG plus GMI. Ça, c'est toujours D fois... Enfin, ça, c'est un vecteur constant. D'accord ? C'est toujours D fois le vecteur qui relie un axe à l'autre, orthogonalement. Je vais l'appeler U orthogonal. Enfin, non, je vais l'appeler U delta delta prime. Voilà. Le vecteur unitaire qui va d'un axe à l'autre en ligne droite, enfin au plus court. Fois la distance entre les deux. Hein. Ça, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc ça, c'est un vecteur constant qui est donc orthogonal à delta. Or HIG, justement parce que l'axe delta passe par G, HIG, c'est toujours un vecteur qui est dirigé parallèlement à delta. Et ça, c'est orthogonal à delta. Donc ce produit scalaire fait 0. Yes ? Vous avez un regard de gens qui ne sont pas convaincus. Si, c'est bon ? En fait, j'essaye d'aller vite et du coup, peut-être, ça prend plus de temps que si j'écris. Mais bon, voilà. Donc, ce vecteur est orthogonal à celui-là, donc je peux l'oublier. Enfin, je le raye, mais c'est le produit scalaire qui vaut 0. C'est pas lui qui vaut 0, c'est le produit scalaire vaut 0. Donc, il me reste ça, fois un truc constant, fois somme des GMI. Donc, ça me fait le truc constant, whatever this is, et voilà. Et scalaire, somme sur I, DMI, GMI. Et ça, c'est 0 par définition du centre de masse. Donc, ce terme-là supplémentaire, c'est comme à chaque fois qu'on a fait là, pour EC, pour sigma. À chaque fois, il y a les termes physiquement qu'on comprend, et puis il y a plus un terme dont on montre à chaque fois qu'il vaut 0, à condition que ce soit bien le point G qui est concerné. Quand on passe dans le référentiel de barycentrique, ou là, quand on part d'un axe où il y a le point G, eh bien, ça marche. Oui ? Il n'y a pas un 2, si, merci, un 2. Comme je sais qu'il vaut 0, je n'ai même pas fait attention à ça. Mais vous savez, bien sûr, il y a un 2, merci. C'était pas faux uniquement parce que ça vaut 0, mais bien sûr, c'est une erreur stupide. Ok, plus 2. Bon, voilà. Donc, vous voyez que ça se montre vraiment en une ligne, allez, 2 si vous voulez. Enfin, non, en une ligne, et il faut juste après montrer que ça vaut 0, et ça fait une autre ligne pour montrer que ça vaut 0. Donc, il faut retenir cette propriété très importante. Ça, il faut la retenir, effectivement. Donc, ça s'appelle le théorème de Huygens, je vous dis ? Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Enfin, si vous devez retenir qu'une des deux choses, le nom et l'expression, retenez l'expression. Si vous pouvez en plus retenir le nom, ça ne fait pas de mal. Mais ne retenez pas juste le nom. Mais vous voyez, c'est très simple. Hein. Simplement, il ne faut pas se tromper. C'est pas... Enfin, c'est... Quand ici, il y a le point G, il faut ajouter MD2. C'est pas ici, il y a le point G, puis ça, c'est un autre axe. Donc, le plus petit, c'est quand ça passe par G, normal. Parce que c'est là qu'il y a la plus petite
distance des points à l'axe si vous mettez le centre de masse au centre. C'est logique. Et par rapport à n'importe quel autre axe, ce sera plus que ça. De combien exactement de MD2? Alors du coup, si on revient à notre problème, pour un anneau, le moment d'inertie par rapport à son axe, c'est complètement trivial, c'est mr2. Et du coup, le moment d'inertie par rapport à une extrémité, enfin orthogonale, comme un axe orthogonal à l'axe. Donc si vous faites tourner l'anneau autour d'un axe comme ça, enfin, l'anneau c'est mes bras, là, si je tourne autour, et donc ça fait simplement, effectivement, I, donc ça c'est delta prime, j'ai I delta prime qui vaut mr2 plus mr2. D'accord? Plus la masse totale fois la distance entre les deux axes, qui est justement R. Donc ça fait 2mr2. Alors évidemment, ça se retrouverait en faisant l'intégrale. Mais l'intégrale, bonjour. Déjà, il faut bien la poser, et après, il faut l'intégrer. Ça peut être amusant comme exercice à faire. Alors c'est intéressant parce que vous allez, si vous la posez bien, vous allez avoir un truc sous forme, une intégrale. Et cette intégrale, je vous garantis qu'elle vaut 2. Par un argument physique. Enfin, mathématico-physique. Alors ce serait marrant si l'intégrale posée comme ça, on ne savait pas la faire analytiquement. Parce qu'on pourrait connaître son résultat sans savoir la faire. Bon, mais en pratique, ce genre de choses, c'est toujours faisable quand même, avec les techniques usuelles. Mais sinon, vous voyez, ça peut faire des raccourcis de calcul. L'intégrale qu'on pourrait écrire là en posant le calcul, elle vaut 2 à coup sûr, en vertu de ce théorème de Huygens. Bien. C'était ça que vous vouliez. Le petit résumé de ça. OK. Donc, bon, le calcul des moments d'inertie, ça fait partie du bagage standard. Le théorème de Huygens, je pense que cet exemple montre, est très important pour éviter de faire des calculs compliqués. Par exemple, si dans un exercice, vous avez à faire tourner un anneau autour d'un axe et qu'on ne vous donne pas le moment d'inertie, et je ne pense pas qu'on vous le donnerait, peut-être qu'on vous guiderait en vous disant calculez d'abord par rapport à cet axe et en déduire cet axe-là et en déduire par rapport à celui-là. Mais sinon, il faut vous-même que vous disiez oh là là, c'est compliqué. Ah, mais non, en fait, c'est super simple parce que ça, c'est trivial. Et passer de l'un à l'autre, c'est très simple. Mais entre appliquer Huygens pour obtenir 2mr2 et poser le calcul et faire l'intégrale et le vérifier et pas se tromper, il y a facilement une demi-heure dans le concours. Et à l'oral, il y a juste, vous y arrivez ou vous n'y arrivez pas. Parce qu'on ne vous laissera pas chercher une demi-heure à poser le calcul. Donc, voilà. C'est toujours bien d'être un peu astucieux. Enfin, mais pour être astucieux, il faut avoir en tête un petit peu comment jongler, quoi. OK. D'autres questions sur le cours? On fait des exos? Allez. Alors, peut-être qu'on commence tranquillement avec des moments. On pourrait faire l'exercice 3. Est-ce qu'il y en a un encore plus simple dans ce que je vous ai donné? Non, je ne crois pas. Si, il y a l'échelle aussi. Soit le 12, soit le 3. On peut peut-être commencer par... le 3 ou le 12? J'ai entendu 12 ou j'ai entendu 3? Allez, le 3. Alors là, on va commencer donc par la statique des solides. Les moments d'inertie interviennent quand on fait de la dynamique, puisque c'est le paramètre d'inertie lié à la rotation, comme on l'a explicité hier. Donc ça intervient quand il y a des forces, des moments des forces qui modifient l'état de rotation du système. Mais tant qu'on fait de la statique, on va simplement s'intéresser au moment des forces
et les moments d'inertie ne vont pas intervenir. Alors, l'exercice 3, équilibre de deux barres en appui l'une contre l'autre. Donc, vous avez une première barre ici. Je la fais épaisse de façon à ce qu'on voit que ça, c'est le corps massif. Il y en a une autre exactement identique en appui contre la première. L'angle ici, c'est θ. Alors, θ, c'est le demi-angle, en fait, ici. La première barre est reposée sur le sol ou la table ou le support en un point A. La deuxième en un point B. Et les deux barres sont en appui l'une contre l'autre. Donc, c'est ça la situation. Enfin, si c'était les mêmes. Enfin, vous voyez le truc, comme ça, voilà. Et la question, c'est quoi la question ? Alors, les deux sont identiques de masse petit m ou grand m? Petit m et de longueur petit l. Elles sont posées en équilibre l'une contre l'autre, comme représenté. Il n'y a pas de liaison entre elles. Oui, elles sont juste posées en appui. Il n'y a pas de force ici. Il n'y a pas de force de frottement. Et il n'y a pas de lien rigide. Elles sont juste en appui l'une contre l'autre. Mais évidemment, il y a une force de contact, sinon elles s'interpénétreraient, ce qui n'est pas le cas. Et elles reposent sur le plan horizontal, l'une au point A, l'autre au point B. Les contacts entre les deux barres et le sol s'établissent avec un coefficient de frottement solide, θ, le même des deux côtés. Sinon, évidemment, ça glisserait. Intuitivement, on le sent bien. Le champ de pesanteur est supposé uniforme, d'intensité G, dirigé vers le bas. On est dans un référentiel galiléen. La configuration est symétrique par rapport à la verticale passant par C, c'est-à-dire que les deux barres sont inclinées du même angle θ par rapport à la verticale. 1. Reproduire le schéma, c'est fait, et représenter les forces qui s'appliquent sur les deux barres en précisant bien la direction et le point d'application. Alors, quelles sont les forces sur les deux barres? Alors, il y a le poids. Alors, le poids de la première barre, le voici, mg. Le poids de la deuxième barre, c'est le même, mg. Ouais. Alors, ensuite, la réaction normale du support. Très bien. Alors, ici, on a un RNA. En fait, je vais juste l'appeler Rn parce que par symétrie, c'est le même de l'autre côté. D'accord. Quoi d'autre? La force de frottement. Alors, dans quel sens est-elle dirigée? C'est ça, le frottement s'oppose au glissement. S'il n'y avait pas de frottement, ça glisserait par là. Et donc, la force empêche que ça aille par là, donc elle est par là. Un noir, voilà, du noir. Donc, ici, on a une force de frottement que je vais appeler RT. On a évidemment la même ici, enfin, l'opposé ici, par symétrie. C'est tout? Il se passe un truc ici. Ouais. De l'une sur l'autre et de l'autre sur l'une, absolument. Et alors, comment je la représente? Elles sont dirigées comment? Vous en êtes sûr? Complètement horizontal et opposé. On peut mettre deux composantes et on verra qu'il y en a une des deux qui s'annule. D'accord. Donc, on peut la représenter dans le doute. Dans le doute, on va faire comme ça. Je l'appelais juste R. Réaction. Et c'est là comme ça. Symétrique en tout cas. Mais du coup, votre... Oh bon, ça dépend, ça pourrait. Si, ça on peut faire un équilibre de force comme ça. Il suffit de mettre les bonnes valeurs, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Mais oui, vous aviez l'intuition qu'elle devait être horizontale. Mais pourquoi? Ah ben non, parce que ça pourrait compenser. On a un problème symétrique. Donc si on a une qui
Ah ben non, ça c'est symétrique par rapport à ça. C'est surtout qu'il montrait Hein? que Rn est déjà compensé par le poids. Ah non, mais si vous pouvez, il y a plusieurs forces qui compensent. Verticalement, la somme doit être 0. Donc effectivement, vous avez Rn, enfin 2Rn plus 2R scalaire, cet angle-là, égale 2mg. Mais il pourrait y avoir un angle là. Par exemple, si elles ne reposaient pas l'une contre l'autre, je pourrais très bien mettre des fils ici qui la retiennent, qui retiennent chacune d'elles par un clou ici et un fil. Et c'est une possibilité. Enfin, ça pourrait. Enfin, s'il y avait ces forces-là, on peut trouver des valeurs de R, Rn, Rt et Mg telles que ce soit à l'équilibre. Ça, il n'y a pas de raison. Vous avez une intuition que ça devait être horizontal. En même temps, j'aurais pu... Alors, je me fais l'avocat du diable, là, parce que évidemment, je connais la réponse, et c'est vrai que ça doit être horizontal, mais je voudrais que vous me disiez pourquoi. Et le pourquoi, c'est pas parce que sinon, ça ne serait pas en équilibre. Si, ça pourrait être en équilibre. Et on se dit quand même... J'ai dit qu'il n'y avait pas de frottement, mais en fait, c'est même pas marqué qu'il n'y a pas de frottement. Supposons qu'il peut y avoir des frottements entre deux. C'est-à-dire que ça ne veut pas glisser. À ce moment-là, on sent bien qu'il pourrait y avoir... On se dit qu'il pourrait y avoir une force qui empêche en plus de s'affaisser. Vous voyez, si les deux faces étaient en regard comme ça, là, ça pourrait ne pas vouloir glisser l'une contre l'autre. Pourquoi il n'y aurait pas aussi une force comme ça qui les empêche de tomber vers le bas? Pourquoi pas? Alors, pardon, oui? Je me disais que je repose déjà sur le sol verticalement, donc ça se compense déjà. Enfin, on compense déjà la force en haut. Et du coup, il n'y a plus qu'une composante. Non, parce que vous pouvez avoir une multiple compensation. Si vous avez... Mais prenez une échelle qui repose sur le mur et le sol. Vous pouvez avoir Rn ici, Rt ici, qui empêche que ça glisse, évidemment son poids, et puis ici, vous pouvez avoir à la fois une force qui empêche et que ça rentre dans le mur, donc un autre Rn prime ici, et vous pouvez aussi avoir un frottement là qui fait que ça l'aide à ne pas tomber quelque part. Rt prime. Et Mais le poids de l'échelle, du coup, il pousse un peu il se compense avec le Rn prime. non, le poids il est par là, Rn, c'est juste la somme des forces vaut 0 et la somme des moments vaut 0. Oui, mais là aussi je peux trouver des R, Rn, Rt et Mg tels que la somme vaut 0 et la somme des moments vaut 0. Oui. Parce que si on regarde le point en haut de deux barres, les deux points en haut des deux barres, si on a des forces qui sont horizontales, les deux points n'ont pas tendance à passer l'un sous l'autre. Alors si on a deux forces qui ont une composante verticale en bas ou en haut d'ailleurs, Comme ça. comme ça par exemple, et on se dit que quelque part... Non, c'est symétrique. Vous pouvez pas dire qu'il y en a une qui est passée sous l'autre parce que l'autre peut passer sous l'une aussi. Non, mais dès qu'on a une composante verticale, on joue sur une autre dimension. Alors que là, si on les fait s'opposer directement horizontalement, il n'y a pas de raison que ça joue sur cette dimension-là. Oui, mais pourquoi c'est pas possible? Parce que si on a Rt', elle serait égale à moins Rt' de l'autre. Ça y est, vous y êtes. La force que lui exerce sur lui, c'est moins la force que lui exerce sur lui. Tout simplement. Loi des actions réciproques. Ça, c'est la force de 1 sur 2, et ça, c'est la force de 2 sur 1. Mais ça égale moins ça, en vecteur. Il ne faut pas juste que ce soit symétrique. Enfin, il faut que ce soit symétrique par symétrie. Et en plus, il faut que ce soit... la seule façon d'être symétrique et opposée, c'est qu'elle soit horizontale, en fait.
La composante verticale ne peut pas exister, sinon on aurait, enfin, ça violerait la, je sais pas, c'est la troisième loi de Newton. La première. Voilà. Ça violerait la troisième loi de Newton. C'est ça la vraie raison. Parce que toutes les raisons que vous avez données, à part donc ça, non, on a une espèce d'intuition que, oui, mais enfin pourquoi, enfin, donc la raison qui, sinon, ça passerait dessous, sinon, il se passerait ça, non, c'est pas vrai. On pourrait très bien avoir un équilibre avec ça, avec ces forces-là, sauf que ça viole la troisième loi de Newton ici. Ok? Donc effectivement, ici, les forces sont horizontales. Alors je vais l'appeler petit f. Et du coup, moins petit f, enfin... ouais. Oui, alors là aussi, à partir du moment où je donne le même nom, il faut que j'appelle l'une RT et l'autre moins RT, bien sûr. Ce serait un RTA et l'autre RTB, et elles sont égales. Enfin, elles sont opposées, bref. Vous préférez? D'accord. Donc j'appelle ça RTA, ça RTB, ça RNB, ça RNA, et ça je l'appelle FA, et ça je l'appelle FB. Et c'est justement parce que FA égale moins FB, par la troisième loi de Newton, que je suis... Et qu'en plus, on a une symétrie, il faut les deux. FA doit être égal à moins FB, et c'est symétrique, donc FA et FB sont horizontales. Ah, sinon, je pourrais avoir un FA comme ça, puis un FB comme ça. Sauf que là, c'est plus symétrique par rapport à ça. Ou bien, c'est ce qu'on avait mis au début, je peux avoir un truc qui est symétrique, mais ce n'est pas égal à l'opposé. Enfin, ils sont pas... La seule façon d'avoir ça et la symétrie par rapport à un plan vertical, c'est qu'elle soit horizontale. Bien, alors ceci étant établi maintenant, il n'y a plus qu'à écrire les conditions d'équilibre. Donc l'équilibre, ça équivaut à somme des forces égale 0 et somme des moments égale 0. Alors, attention, pour dire équivaut, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est ça donc équilibre, là, ça équivaut à ça et ça, et équilibre à t égale 0. Si vous avez un corps qui tourne par exemple sur lui-même, sur lequel s'exerce aucun moment et aucune force, il va continuer à tourner sur lui-même. Donc ce n'est pas l'équilibre. Pas tout à fait, parce qu'il y a des moments. En fait, on a dp sur dt qui vaut somme des forces, et on a d sigma sur dt. Alors d sigma O égale somme des moments. O point O. Donc, pour avoir l'équilibre, il faut que l'accélération linéaire et angulaire soit nulle, donc il faut que ça et ça soient nuls. Mais ça, si ça égale 0 et ça égale 0, ça veut juste dire que P va rester constante et que sigma va rester constante. Mais si elles ne sont pas nulles au début, bah, elles vont continuer à ne pas être nulles, justement parce qu'elles restent constantes. Ouais. Une question. L'équilibre serait impossible si A et B, c'était pas, enfin, les points au niveau du support, c'était pas le même support. C'était pas la même matière, par exemple. Si c'était pas Si on avait deux matières différentes... deux coefficients de frottement différents? Oh si, ce serait possible. Ah, mais par contre, oui, non, ce serait avec des angles différents. Oui, 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 bonne remarque. Oui, parce que, oui, oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui. Ce serait intéressant d'ailleurs de le faire, changer et puis de trouver la position d'équilibre. Bon exercice. Oui. Quand on dit somme des moments des forces égale à 0, les moments des forces sont calculés par rapport à un point. On comprend bien que c'est somme des moments des forces par rapport à n'importe quel point de l'équilibre. Et quand on l'écrit, on veut toujours dire par rapport à quelque chose. Là, alors, je suis ravi parce que c'est la remarque que j'allais faire. Je suis ravi que vous posiez cette question. Qui peut répondre? Vous pouvez répondre.
Donc la question... Ah, mais j'ai même pas posé la question. Ah, pardon. Alors allez-y, mais je sais ce que vous allez faire. La question, ça allait être comment on écrit quel point enfin, ou alors A un point sur la longueur L quelconque dans ce cas-là. Donc, c'est ici. Alors, donc la question, je la reformule. En fait, pour qu'un corps qui est à l'équilibre reste à l'équilibre, il faut que la somme des forces soit nulle, sinon la quantité de mouvement total du système va varier et donc il ne va pas rester à l'équilibre. Il faut aussi que la somme des moments soit nulle, puisque la somme des moments, c'est ce qui va modifier le moment cinétique, et donc s'il est nul au début et que la somme des moments ne fait pas 0, il ne va pas rester nul. Mais ceci est vrai pour tout point, quel que soit A, on a ça. Donc il ne suffit pas juste que les forces ne fassent pas tourner le solide autour d'un certain point particulier, il faut qu'elles fassent tourner le solide autour de n'importe quel point. Sinon, si ça, c'est différent, si ce truc-là, différent de 0, vecteur nul, pour un certain A, alors, le d sigma sur dt par rapport à ce A-là, il ne sera pas nul, et donc, ce n'est pas un équilibre. Donc, la vraie condition d'équilibre, c'est somme des forces égale 0, bien sûr, somme des moments par rapport à 1, quel que soit A, doit être 0, et par ailleurs que c'était à l'équilibre au début, sinon ça continue à ne pas l'être. Et la question, c'est mais comment on fait pour vérifier que le moment par rapport à tous les points est nul? On peut le faire pour 1, on peut le faire pour 2, on peut le faire pour 12, au bout d'un moment, on va être fatigué quand même. Et puis on ne pourra pas le faire pour une infinité de points. Alors la réponse, vous l'avez la réponse. Je peux même vous la dessiner. Attendez, je vous la dessine. C'est ça la réponse. Yes. Ouais, je suis pas super fort. Ouais, enfin, en fait, oui, bon. La réponse, c'est Babar. Que nous dit Babar? Moment en B égale moment en A plus VA vectoriel, la résultante des forces. Quand la résultante des forces est nulle, alors ça ne dépend plus du point. Le moment par rapport à n'importe quel point est le même, puisque la somme des forces est nulle. Et donc il suffit de montrer que le moment est nul par rapport à un point, c'est gagné, il est nul par rapport à tous les points. C'est absolument capital. Et ça, en général, c'est pas dit. Enfin, c'est pas explicité. En général, on dit somme des moments égale 0, on prend par rapport à un point, on dit c'est égal à 0 et c'est gagné. Mais c'est complètement débile. Les moments peuvent être nuls par rapport à un point et pas par rapport à un autre. C'est même obligé qu'il en soit ainsi si la somme des forces n'est pas nulle. C'est impossible, si la somme des forces n'est pas nulle, que le moment des forces soit nul par rapport à tous les points. Justement à cause de ça. Mais comme la somme des... Donc la première condition, c'est ça. Et si on a ça, alors il suffit de calculer par rapport à un point les moments et de dire qu'ils sont nuls, parce que si c'est le cas, ils seront nuls par rapport à tous les points. C'est beau, non? Bon, j'efface mon Babar I2. Ok. Ah ouais, ce serait bien de le dire. Ça fait une tellement bonne impression, à mon avis, si vous dites ça. C'est-à-dire, la somme des forces est nulle. Donc, condition d'équilibre, il faut que la somme des forces soit nulle, et il faut que la somme des moments soit nulle. Comme la somme des forces est nulle, la somme des moments ne dépend pas du point d'application, et donc il suffit de le calculer en un point. Si c'est une ligne de plus, ça prend 15 secondes à l'écrire, mais ça change la vie. Hein. Enfin, je trouve. Bah, d'abord parce que sinon, c'est pas complet en vrai. Enfin, bon, je pense qu'on vous mettrait quand même les points, évidemment, si vous... Enfin, c'est même sûr qu'on vous mettrait les points. Mais je vous assure que ça fait une très bonne impression, à mon avis. Hein. Enfin, moi, ça m'impressionnerait si quelqu'un disait ça. Bien que ce soit trivial, c'est pas la question. Ça veut dire qu'il y a un truc compris, quoi. Voilà, ça a été compris. Bon.
Alors, eh ben, allons-y. Alors, c'est quoi la question? Je suppose qu'on nous demande θ, on nous demande θ max probablement. Donc, utiliser les propriétés de symétrie pour déterminer, voilà, lesquelles ont une intensité identique, indépendamment de la direction. Donc, RTA égale RTB. Enfin, norme de RTA égale norme de RTB. Je vais l'appeler RT, du coup. C'est un nombre positif. Ensuite, évidemment, norme de RNA égale norme de RNB égale Rn. Et puis, on a norme de FA égale norme de FB égale F. Et puis, bon, les deux poids, ils sont déjà notés comme étant égaux. J'aurais pu mettre PA et PB, mais bon, ok. Ok. Bon, alors allons-y. Conditions d'équilibre. Donc, somme des forces égale 0. Alors ça, c'est facile. Ça veut dire que, donc, Rn, en fait, égale mg. Parce que verticalement, on a 2 Rn vers le haut et 2 mg vers le bas. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Et puis, horizontalement, on a F égale RT, non? Pour votre question, si c'était pas le même, si c'était pas les mêmes coefficients de frottement, si, ça pourrait être à l'équilibre comme ça quand même, mais simplement les forces seraient différentes. Oui, même avec cette, parce que il y a un des côtés qui demanderait moins que l'autre, mais c'est pas grave. RT, c'est pas forcément égal à état Rn. Ça doit être inférieur à état Rn. Mais ça fait ce qu'il faut. Donc, il pourrait y avoir des coefficients de frottement différents ici, mais quand même des forces égales. La force ici est indépendante de cette force-là. Enfin, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle vaut ce qu'il faut pour que ça ne glisse pas. Donc, il se pourrait très bien qu'il y ait la force ici soit... Enfin, pardon. Pour l'équilibre, il faut que cette force-là soit égale à celle-là, on est d'accord? Mais c'est parfaitement possible, même si les coefficients de frottement ne sont pas les mêmes. D'accord? La force, elle s'ajuste, elle fait ce qu'il faut pour que ça ne glisse pas, avec la seule contrainte que ça ne doit pas dépasser état fois Rn. Donc, si, ça serait possible. Oui. Par contre, il y aurait aussi des situations d'équilibre où ce n'est pas symétrique. Mais en fait, là aussi. Ouais, là aussi. C'est juste le max qui serait différent. Bon, on pourra le traiter après, vite fait, si on veut. Mais... Alors, donc Rn égale mg et RT égale F. OK? Hein, puisque... Ah ben non, qu'est-ce que je... Ah, non, excusez-moi, oh là là, n'importe quoi. Horizontalement, ça y est, c'est réglé. C'est plutôt RTA... Oui, enfin, c'est... Non, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. RTA égale RTB. Non, pardon, j'ai dit RT égale F, c'est complètement faux. Complètement faux. Excusez-moi. Il n'y a aucune raison. Pourquoi ce serait le cas? Suivant Y, il n'y a pas de force, en fait. Suivant Y? Oui. Non, suivant X, vous voulez dire? Ah oui, si on considère Bah, suivant Y, ça nous donne ça, là. Donc ça, c'est sur l'axe... Enfin, Y, vous voulez dire vertical, c'est ça? Voilà. non, horizontal, pour FRT. Parce que du coup, je parlais de FRT. Voilà, oui, mais sur cet axe-là, la somme des forces fait 0, puisque lui est opposé à lui et lui est opposé à lui. C'est réglé. Et on ne peut pas considérer juste une barre et de faire que du coup la somme est égale à 0. Parce que du coup, si on part que la barre de gauche, en soi... Ah oui.
Ah oui, donc du coup, c'est vrai. Du coup, c'est vrai si on prend une barre. Merci. Oui, oui, bien sûr. Elles sont pas liées les deux barres, donc chacune doit être à l'équilibre en fait. J'étais sur l'équilibre des deux. Donc vous avez raison. Et donc c'était juste quand même, pour la mauvaise raison dans ma tête, mais j'étais parti sur les deux corps, mais ils sont pas liés. Donc chacun doit être à l'équilibre, pardon. Donc effectivement, pour chacun, on doit avoir Rn opposé à Mg, et on doit... Voilà, pardon. Donc absolument. OK. Effectivement, RT doit être égal à F, en norme, enfin, tel que défini ici. Oui, oui, pardon. Bien sûr. Donc, chaque corps est à l'équilibre. Ça implique déjà ça. Et il faut en plus que la somme des moments soit nulle. Et effectivement, on va s'intéresser qu'à un seul corps, puisque l'autre, c'est justement, c'est symétrique. Donc, on s'intéresse au corps A. Pour qu'il soit, enfin, ici, pour qu'il soit à l'équilibre, il faut que la somme des forces soit nulle. Donc, ça. Et maintenant, il faut que la somme des moments par rapport à un point quelconque, et du coup, on peut choisir celui qu'on veut. Il faut que la somme des moments soit nulle. Alors, on va calculer par rapport à quel point? Alors, on a le choix. Hein. Alors, j'ai fait le poids ici. Le poids, je l'ai mis au point G. Tiens, on n'a pas encore commenté que ça, il faut absolument qu'on le fasse. Pourquoi le centre de masse, c'est le centre de gravité? Parce qu'il n'y a pas un poids. Je l'avais dit une autre fois, hein, il y a plein de petits poids ici. Chacun fait son propre moment. C'est la somme de tous ces moments qui doit compter. Et à chaque fois, on fait comme s'il n'y avait qu'un seul poids et je calcule le moment d'une force. C'est un petit peu abusif. Alors, il se trouve qu'on peut le faire, mais il faut le montrer. Alors, on va le montrer. Mais pas tout de suite, parce que ça, vous êtes censé le savoir. Donc, oui, vous m'avez dit par rapport à quel point? G, A, C, A. Parce qu'il y a deux forces dont on va annuler le moment. Hein. Le moment d'une force par rapport à un point par où elle passe, c'est 0, puisque le moment de la force, c'est la force fois la distance à l'axe. Donc, si on le calcule au point A, il n'y aura que deux forces à calculer, enfin le moment de deux forces à calculer. Donc, on va se mettre au point A. Alors, allons-y. Donc, on a le moment de FA par rapport à A, plus le moment de RTA par rapport à A, plus le moment du poids par rapport à A, plus le moment de Rn A par rapport à A. Alors, donc c'est OK pour tout le monde que ça c'est 0 et que ça c'est 0. Parce que le point d'application, c'est A. Alors, celui-ci, alors par définition, c'est A, le point d'application, en l'occurrence C, vectoriel FA. Et ça, par définition, c'est A, le point d'application, en l'occurrence G, vectoriel le poids. Voilà. Alors, il y a deux façons de calculer les moments. Une laborieuse où on risque de se tromper et une triviale que je vous recommande. C'est qui consiste à réaliser que le moment d'une force, c'est la force fois la distance à l'axe. Mais la distance à l'axe, la plus petite distance à l'axe. On regarde le moment par rapport à ce point. Par exemple, pour le... on a commencé par A. FA. Donc, on est d'accord, hein, par définition, c'est AC vectoriel FA. Donc, AC vectoriel FA, ça va être un truc qui sort du tableau, normal, hein, puisque cette force-là, elle fait tourner par là. Donc, c'est bien un truc qui sort du tableau. Je vais appeler ça U delta, là, un truc qui vient vers nous. Mais maintenant, quelle est sa norme? Eh bien, c'est la norme de AC, donc cette longueur-là, fois la norme de FA, fois le sinus de l'angle entre les deux. Il y a beaucoup plus simple, ça revient évidemment au même, c'est de regarder à quelle distance cette force passe de l'axe. Eh bien, cette distance, c'est pas ça. Cette distance, c'est ça. Vous prolongez la force,
et vous regardez où elle appuie en vrai. À quelle distance de l'axe elle agit. C'est le bras de levier. Cette force-là qui a l'air de s'appliquer à une distance L, en fait, si vous la prolongez, vous voyez qu'au plus près, elle passe à une distance ici qui est quoi? Qui est L sinus θ. Donc ça donne évidemment bien la même chose. Mais si θ est là, donc θ est là. J'ai dit sinus, cos justement. Oui, cosinus. Tandis que dans l'autre, ça aurait été le sinus de cet angle-là. Il faut voir que le sinus de ça, c'est le cos de celui-là. Et c'est souvent très très compliqué si on essaye de jouer avec le sinus de l'angle entre les deux parce qu'on ne sait plus quel vecteur c'est. Enfin, on peut se tromper 1000 fois. Tandis que ça, c'est simple. Vous avez la force, vous regardez à quelle distance de l'axe elle passe, son bras de levier, et c'est la force fois ça. Le moment, c'est la force fois ça. Et après, pour l'axe et la direction, bah, vous regardez, ça fait tourner comme ça, voilà. Donc c'est... Ah, attendez, je l'ai fait à l'envers, justement. Enfin, après tout, non. Puisque je l'ai fait comme ça, j'ai décidé d'appeler U delta comme ça. Cette force-là fait tourner suivant moins U delta. Donc, je choisis un axe, et je vais écrire donc que AC fois FA, c'est c'est la force fois la distance de plus petite approche, si vous voulez, si vous prolongez FA. Ça s'appelle le bras de levier. Donc, le bras de levier, c'est cette hauteur-là, c'est-à-dire L cos alpha, cos θ, fois la force FA dont la norme a été appelée petit f, a été notée petit f. Et ça, bah, c'est pareil. Vous avez le poids qui s'applique là, donc ça a l'air de s'appliquer à L sur 2, à une distance L sur 2. Mais en fait, non. Le poids, il passe à cette distance-là de l'axe. D'accord? Bah, l'axe de rotation, c'est celui-là. D'accord? Regardez le moment au point A, ça fait tourner comme ça. D'accord? Enfin, c'est le plan orthogonal à AG, enfin défini par le vecteur AG et MG, hein, puisque de toute façon, d'accord. Donc il faut prolonger ça et vous voyez que ça fait tourner effectivement là dans le sens positif suivant U delta. Donc ça va. Alors donc là j'ai oublié de mettre le moins U delta. Lui il fait tourner suivant plus U delta. Avec quelle intensité, si on peut dire? Eh bien, la force fois la distance à l'axe. Et la distance à l'axe, donc encore une fois, ce n'est pas L sur 2, c'est L sur 2 sin θ. OK? C'est cette distance-là. Donc on doit avoir ça, plus ça, qui doit être égal à 0. Par conséquent, on a F qui vaut mg sur 2 tangente θ. Voilà. OK? La seule façon que la somme des moments soit nulle en 0, c'est que f soit égal à mg sur 2 tangente θ. Si on regarde le moment par rapport au point A, il faut que le pouvoir rotatoire de la force, ou rotateur, je ne sais pas, donc le moment en fait de la force FA, compense le pouvoir rotateur, donc, qui tend à faire tourner dans ce sens-là, compense le pouvoir rotateur de la force mg qui tend à faire tourner dans l'autre sens. C'est ça l'équilibre des moments. Et le pouvoir rotateur, c'est la force fois la distance de plus petite approche, le bras de levier. C'est la force fois le bras de levier. C'est vraiment ça la clé. La force fois le bras de levier. Donc la force fois le bras de levier qui tente à faire tourner suivant moins U delta. La force fois le bras de levier qui tente à faire tourner suivant plus U delta. Ça doit se compenser. Donc F égale mg tangente θ sur 2. Tangente θ sur 2. Voilà. Alors est-ce que c'est possible ça?
Oh bah oui, ça c'est possible. La question c'est est-ce que ça c'est possible? Puisque l'équilibre global, la somme des forces égale à 0 du corps, exige que RT soit égal à F. F, ça doit être ça. Fort bien. Donc il faut que RT soit aussi égal à ça. Et là, c'est pas sûr. Est-ce que RT peut être égal à ça? Oui, tant que RT est pas plus grand que... Enfin, tant que ça, du coup, est pas plus grand que le maximum que peut fournir le frottement. Donc, possible, si et seulement si, RT égale F égale 1,5 de mg tangente θ est inférieur ou égal à RT max. Et RT max, c'est eta fois Rn. Et ça tombe bien parce qu'Rn, on l'a, c'est mg. Donc il faut que, finalement, F soit plus petit que eta mg. Donc que ça soit plus petit que eta mg. Et ça, c'est équivalent à tangente θ inférieur ou égal à... Alors, il y a les mg qui s'en vont. Donc, l'angle ici, l'angle maximal possible va dépendre que du coefficient de frottement, pas de la masse des corps. Et ça va être 2 zeta sur tangente θ, c'est ça? Oui. Pardon, non. Tangente θ doit être plus petit que 2 zeta. Oui, excusez-moi. Si on ne s'est pas trompé. Mais on ne s'est pas trompé. Alors, vous vous rappelez ce qu'on avait trouvé pour la condition de non-glissement, là? Quand on avait un corps avec un coefficient de frottement eta et un angle, on avait peut-être appelé alpha, mais bon, θ ici. Non, il fallait que tangente θ soit plus petit que eta. Ouais. Il faut que tangente θ soit plus petit que eta. Là, il faut que tangente θ soit plus petit que 2 zeta. Donc, on peut aller plus loin. Parce qu'ils cèdent tous, enfin, ils cèdent mutuellement, quoi. Enfin, on peut le voir comme ça, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà le résultat. Okay. Voilà. Mais c'est souvent qu'on trouve le coefficient de frottement, c'est toujours lié à la tangente d'un angle. Pourquoi? Parce que le coefficient de frottement, c'est la tangente de l'angle max de frottement. Si vous représentez le frottement d'un corps sur un support, vous avez Rn qui vaut ce qu'il vaut, et vous avez RT max, qui est justement, enfin en norme, eta Rn, par définition. Et donc, quand vous êtes au max, quel est l'angle ici? Si je fais la somme, enfin, la force de liaison complète, c'est-à-dire Rn plus RT, ça me donne ça. Eh bien, cet angle-là, l'angle que fait la force totale par rapport à la normale au support, c'est justement c'est l'angle qui a pour tangente RT max sur Rn. RT max sur Rn. Donc, tangente du θ max, c'est eta en fait. On le retrouve là en fait. C'est pour ça que c'est toujours... Le coefficient de frottement, c'est la tangente maximale de l'angle que peut prendre la force de contact par rapport à la normale. Donc c'est pour ça qu'ici, le max, en fait, comme... c'est-à-dire Rn plus RT, au mieux, ça fait comme ça. Enfin, il faut que cet angle-là soit pas plus grand que... Enfin, vous voyez, enfin bon, je n'arrive pas à le dire, mais vous m'avez compris. Oui, 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 oui. Plus on va monter cet angle-là, plus RT va devoir tirer, donc plus l'angle plus la somme
va s'aligner et à un moment, ça ne pourra plus venir compenser le poids. Et à ce moment-là, ça va glisser. Tant que ça peut venir s'opposer au poids, ben voilà, parce qu'il n'y a que deux forces. Il y a la réaction totale, avec ces deux composantes Rn et Rt, et le poids. Donc il faut toujours que finalement la somme de Rn et Rt, c'est une autre façon de le voir, Rn plus Rt, ça doit être égal à moins le poids. Donc ça doit bien être vertical. Et pour ça, il faut qu'il y ait un angle ici qui soit le même que celui-là. Si on demande trop, ben, c'est plus possible. Donc voilà pourquoi la limite de non-glissement, c'est tangente θ égale θ. Mais là, en fait, comme il cède à 2 pour empêcher que ça glisse, c'est 2 θ. Bon, ok, très bien. Ok, ben voilà, je pense qu'il n'y avait rien d'autre. Donner conditions d'équilibre, déterminer les forces, déterminer l'angle maximal, c'est fait. Donner la valeur numérique, bon ok. Pourquoi P du coup P centré normalement? On n'a pas expliqué pourquoi. Alors, maintenant, pourquoi l'ensemble des poids se ramène à un poids en un point? Absolument capital. Eh bien, ça prend 3 lignes. Raison de plus pour s'offusquer que ces choses-là ne soient pas enseignées de façon élémentaire. Merci. Offuscation validée. Approuvé. Donc, vous avez un corps. Avec plein de petits points émis, avec une masse émis, chaque point émis a une masse émise. Et je veux calculer. Et donc, il y a un poids, mi g, pour chacun de ces petits points. On peut le faire sous forme discrète ou sous forme d'intégrale. Enfin, on va le faire sous forme discrète. Ça marche. Donc là, il y a un mjg. Ici, il y a un mkg. Chaque point a son propre poids. Alors, évidemment, la résultante des forces de tous ces petits poids, bah, comme c'est le même G pour tout le monde, alors il faut que ce soit le même G pour tout le monde, donc il faut qu'on fasse une approximation où G ne dépend pas de l'altitude, par exemple, donc, ce qui n'est pas vrai, mais enfin c'est vrai en première approximation. Ça varie sur des échelles de milliers de kilomètres, pas, donc sur quelques centimètres, quelques mètres, c'est toujours bon. Donc ça, évidemment, ça fait somme des mi g, et donc ça fait grand mg. Donc, pour ce qui est des actions translation, enfin de l'action sur le centre de masse, remplacer toutes ces forces individuelles par une force globale, c'est OK. C'est la même résultante. Mais pour que l'ensemble de ces forces ait la même action qu'une force s'appliquant en un point, il faut d'une part que la somme des forces soit la même, mais aussi que les moments soient les mêmes. Donc il faut que l'action... Parce que ce qui détermine, on l'a vu, le mouvement d'un solide, c'est les forces et les moments des forces. Les forces vont déterminer le mouvement du point G. Et les moments vont déterminer la rotation du corps. Toujours ces deux aspects. Donc, remplacer plein de forces par une force, c'est OK si ça a le même effet de translation du point G, enfin de mouvement du point G, et le même effet de rotation du corps autour de G, par exemple, ou d'un autre point. Donc cette partie-là, c'est OK, c'est trivial, et vous l'avez toujours admise. Mais celle-ci, en fait, vous l'avez admise sans même vous rendre compte que vous l'admettez. La question, c'est, est-ce qu'il est possible de placer cette force-là en un certain point d'application, que je vais appeler A, comme application, tel que, quel que soit le point par rapport, par rapport auquel je considère le moment, la somme
de tous les moments de toutes ces petites forces par rapport à A, c'est égal au moment de cette unique force. Ah, pas par rapport à A, du coup, pardon. Par rapport à B. Quel que soit le point B, la somme des moments de toutes ces petites forces par rapport à B, ça doit être la même chose que le moment de cette force qui s'applique en A par rapport à B. C'est ça qu'il faut. Sinon, on ne peut pas remplacer toutes les forces par une seule. Eh bien ça, c'est possible à condition que A soit G. Enfin, ça implique que A est G, et on va le montrer tout de suite en une ligne. En fait, je vais calculer le moment par rapport à un point O, mais O va être quelconque. Donc, la somme des moments en O de tous les petits poids MIG c'est quoi? Je vais l'écrire. C'est somme sur I des OMI vectoriel la force. Ça y est. C'est pas dingue? C'est trivial, on est d'accord. C'est la définition du point G. Mais vous voyez que c'est énorme la simplification que ça fait. On remplace un nombre gigantesque de forces individuelles par une force qui s'applique en un point. Et en faisant ça, on ne change rien à la somme des forces et on n'en change rien à la somme des moments par rapport à n'importe quel point. Le point O pourrait être n'importe quoi. Parce que si maintenant si je remplace la O par B, je vais avoir BMI, mais c'est pareil, somme des MI, BMI, c'est grand M, BG. Donc ça va encore marcher. Ça marche tout le temps. Ah, pardon. Donc oui, on peut remplacer toutes les forces qui s'appliquent sur le solide, enfin tout le poids, tous les poids élémentaires par un seul poids global. Mais il s'applique au point G. Voilà pourquoi, sans jamais y réfléchir, vous avez, parce que ce que vos profs vous ont montré, on met le poids au point G. On dit qu'il s'applique au point G. Il y a fort à parier que vos profs non plus n'ont pas vraiment réalisé ça. Pas tous, mais certains, j'en suis sûr, qui n'ont pas réalisé qu'on pouvait faire ça. On fait ça, oui. Et si vous leur posez la question, mais pourquoi en fait on peut faire ça? Parce que quand même, ça veut dire que les moments soient les mêmes. Ils vont être un peu surpris. En même temps, c'est trivial. Tout le monde est capable de le faire. Mais c'est important de l'avoir compris. Oui, on peut remplacer tous les poids élémentaires par un poids qui s'applique en un point. Et ça aura le même moment par rapport à n'importe quel point. Bon, c'est joli. Quelle heure est-il? Je le craignais un peu.